D'accord. Donc, vous m'entendez tous là? C'est bon? Donc, oui, en effet, je veux parler de cet ouvrage-là qui vient de sortir, juste il y a un mois, donner un petit aperçu de ce que je voulais, de l'argument que je voulais faire ça, donc un aperçu très simplifié, mais voilà. Donc, dans le chapitre 20 du TTP, Spinoza, il déclare que la fin de la République, c'est donc en fait la liberté. Et pourtant, 17 chapitres plus tôt, dans le chapitre 3, il propose avec autant de confiance que la fin de toute société et de tout État est de vivre dans la sécurité et commodément. Donc, quelle est la fin de la République pour Spinoza? La liberté ou la sécurité? Pour bien saisir la cohérence de ces déclarations, il faut tout d'abord réaliser l'importance de la conjonction donc, ergo. Dans la première phrase citée, la fin de la République, c'est donc, en fait, la liberté. Ce petit mot est important parce qu'il nous incite, en réalité, nous oblige, de consulter aussi le passage précédent dans le texte pour mieux comprendre ce qu'il entend par le mot liberté. Or, le passage en question explique comment la fin de l'État vis-à-vis des citoyens consiste, et je cite, à ce que leur esprit et leur corps accomplissent en sécurité leurs fonctions et qu'eux-mêmes utilisent la libre raison sans rivaliser de haine, de colère et de ruse et sans s'affronter avec malveillance. Nous comprenons alors que si la liberté et la sécurité à la fois forment la fin de l'État, c'est parce que celle-ci fait partie intégrante de celle-là ou parce que la sécurité n'est qu'un composant dans une notion plus complexe de la liberté qui incorpore aussi l'usage de la raison, l'équité et l'absence de haine, de colère et de déception. Cette conception complexe de la liberté gouverne aussi le sens de la notion de liberté que Spinoza a introduit dans le sous-titre du TTP, à savoir la libertas philosophandi, ou la liberté de philosopher. Et c'est de cela que je voudrais parler aujourd'hui. Plus précisément, mon but est d'en finir avec une lecture toujours courante, mais je pense profondément erronée, selon laquelle la liberté de philosopher est quelque chose de comparable à une permission légale de dire ce qu'on veut qui est accordée par l'État, c'est-à-dire un droit à la libre parole ou free speech, dans le sens que cette expression a acquis notamment dans la tradition légale et dans la culture politique américaine, inscrit dans le premier amendement de la Constitution des États-Unis, selon lequel le gouvernement, je cite, ne pourra faire aucune loi ayant pour objet l'établissement d'une religion ou interdisant son libre exercice de limiter la parole, la liberté des paroles ou de presse ou le droit des citoyens de s'assembler pacifiquement et d'adresser des pétitions au gouvernement pour qu'il mette fin aux abus. Dans l'histoire de la réception du spinozisme, cette lecture remonte surtout au très long article très célèbre de Leo Strauss, intitulé How to Study Spinoza's Theologico-Political Treatise. Il s'agit d'une lecture de la liberté des philosophes spinozistes qui présuppose en effet une distinction assez radicale entre la notion de liberté avec laquelle Spinoza opère dans l'éthique et celle avec laquelle il opère dans le TTP. On en parle souvent en termes d'une lecture libéraliste de Spinoza, associée, comme il est, au libéralisme à l'américaine. L'article de Strauss fut publié pour la première fois il y a plus d'un demi-siècle, en 1948. Beaucoup a été dit depuis, mais, mutatis mutandi, la position reste très présente dans les études spinozistes. D'abord consolidée et approfondie en 1958 par Louis S. Foyer dans son Spinoza and the Rise of Liberalism, l'exemple le plus important reste Spinoza, Liberalism and the Question of Jewish Identity, publié en 1997 par Stephen B. Smith, aujourd'hui à Yale. Pour un exemple plus récent, on peut consulter le livre sur la tradition de la religion civile publié par Ronald Bean en 2005, intitulé simplement Civil Religion. Selon cet auteur, la Libertas Philosophandi de Spinoza exprime la conviction que, là je cite, que la société libérale requiert un espace protégé des libertés intellectuelles, et le chapitre 20 représente l'énonciation consommée du libéralisme de Spinoza, où il cherche à ouvrir un espace élargi pour la liberté individuelle.
Il y a en effet très peu dans ces déterminations avec quoi je peux être d'accord. Bon, vous allez me dire que toute cette lecture est d'une affaire des commentateurs périmés en Amérique qui ne nous concerne pas. Toutefois, pas besoin de passer outre-Atlantique pour s'apercevoir du problème. Car parmi les commentateurs français, la compréhension de la libertas philosophandi spinoziste comme une sorte de formulation précoce de la liberté d'expression reste extrêmement courante. Et voici la formulation fondamentale, justement, de la liberté d'expression tirée de l'article 10, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, selon lequel toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorité publique et sans considération de frontières. Certes, dans la Convention européenne, ces affirmations sont immédiatement suivies d'une longue liste d'exceptions possibles, ce qu'ils appellent des formalités, conditions ou sanctions, qui s'appliquent sous prétexte que, et là je cite encore, l'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions ou sanctions prévues par la loi qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique. Mais, dans l'une ou l'autre définition américaine ou européenne du free speech ou de la liberté d'expression, et malgré la prudence de cette dernière, la liberté d'expression se construit comme un droit individuel des citoyens que l'État honore en évitant de mettre des restrictions sur ce qu'on peut dire. Elle est conçue, en effet, comme une liberté négative, pour reprendre l'expression d'Isaiah Berlin, selon une compréhension de la liberté dont l'expression paradigmatique est la définition hobbesienne selon laquelle la liberté consiste dans l'absence d'opposition externe. Bien entendu, même dans le contexte américain, la liberté des paroles n'est pas illimitée. N'empêche que, selon une conception qu'ils partagent, si l'on parle librement ou non n'est pas en soi une fonction de ce qu'on dit ou de la manière dont on le dit, mais uniquement une question si on a la permission légale de le dire ou non. Profiter de cette permission de s'exprimer, peu importe par ailleurs ce qu'on dit, revient à exercer sa liberté de parler. Or, une telle compréhension négative de la liberté est à l'opposé exact de la compréhension positive de la liberté comme autonomie ou détermination de soi que Spinoza épouse dans l'éthique quand il écrit dans la définition 7 de la première partie sera dite libre la chose qui existe par la seule nécessité de sa propre nature et qui est déterminée par soi seul à agir. Et c'est ce qui, à bon droit, peut faire soupçonner que la liberté des philosophies spinozistes doit être quelque chose d'entièrement différent de la free speech ou de la liberté d'expression, à savoir quelque chose qui en effet dépend, quelque chose de positif, qui en effet dépend de ce qu'on dit et de la manière dont on le dit, une liberté construite de l'intérieur et à partir de sa propre nature. Peu importe en fin de compte les restrictions qu'on lui impose de l'extérieur, c'est-à-dire peu importe si on est permis de parler ou non. Et en effet, je pense que pour Spinoza, si la philosophie est libre ou non n'est pas une question légale du tout. C'est une question de savoir si ce qui s'y adonne le fait avec bonne foi et intégrité, c'est-à-dire si ce qu'ils disent reflète vraiment ce qu'ils pensent et si ce qu'ils pensent reflète un jugement qu'ils peuvent vraiment appeler de leur. Un premier pas très important à prendre, malheureusement c'est très rarement pris, afin d'éviter l'assimilation de la liberté des philosophies spinozistes avec les traditions légales du free speech ou de la liberté d'expression, consiste à ne pas confondre cette liberté avec ce dont Spinoza parle en termes d'une permission, de penser ce qu'on veut et dire ce qu'on pense. Cette dernière notion figure aussi à une place importante dans le TTP, dans le chapitre 20, dont le titre annonce que dans une libre république, il est permis à chacun de penser ce qu'il veut et de dire ce qu'il pense. Et là, en effet, il s'agit d'une forme de liberté d'expression, mais restreinte,
et encadrée et surtout très différente de la liberté de philosopher. Or, selon une interprétation dominante, basée sur des assimilations auxquelles même les meilleurs commentateurs ont tendance à souscrire, presque par inadvertance parfois, la liberté de philosopher et la permission de dire ce qu'on pense, c'est une seule et même chose, et elles font, l'une comme l'autre, référence à un droit de parler librement qui est accordé aux citoyens dans une république qui est libre et qui peut aussi ne pas être accordé dans une république qui ne l'est pas. Et, à mon sens, la liberté de philosopher, ce n'est vraiment pas ça, car ce n'est pas un droit civil accordé par l'État du tout. Donc, je vais commencer par la conclusion. À mon sens, la liberté de philosopher spinoziste n'est pas un droit civil que nous accorde un gouvernement, c'est un style ou un mode de parler dont l'autorité repose sur un droit naturel, inaliénable, inséparable de la nature humaine. Pour arriver à ce résultat, il faut toutefois s'apercevoir d'abord de la connexion étroite qui existe entre la liberté de philosopher et un thème qu'on pourrait penser mineur et que Spinoza discute assez longuement, mais auquel les commentateurs n'ont pas prêté assez d'attention, à savoir le style épistolaire des apôtres, c'est-à-dire la manière dont, selon Spinoza, les apôtres s'expriment dans leurs lettres, et notamment Saint Paul dans les lettres aux Romains, aux Corinthiens, etc. Et c'est pourquoi je vous avais invité pour cette intervention de lire le chapitre 11 du TTP qui porte justement sur ce thème et qui est aussi, et de loin, le chapitre du livre qui a été le moins scruté dans les commentaires, malgré le fait qu'il se trouve en plein milieu. Dans le chapitre 11 du TTP, le seul chapitre par ailleurs qui porte sur des textes qui relèvent du Nouveau Testament, Spinoza discute deux formes de prédication auxquelles saint Paul fait référence dans les 1 Corinthiens 14:6, l'une provenant d'une révélation ex revelatione et l'autre d'une connaissance ex cognitione. Selon Spinoza, ces deux formes de prédication sont des manières de parler ou des styles différents. Et ces deux styles sont employés par les apôtres dans un but différent. L'un pour transmettre la révélation en forme de commandement, l'autre pour l'enseignement, les avertissements et qu'ils dispensent en forme d'arguments. Le premier style de prédication, ex revelatione, est attribué aux prophètes, y compris les apôtres, quand ils prêchent en public, comme narré dans les actes des apôtres. L'autre style, la parole ex cognitione, est attribué spécifiquement aux apôtres dans leurs épîtres. Je ne vais pas vous proposer une lecture approfondie de l'analyse que Spinoza propose de ce style épistolaire, mais simplement indiquer qu'il s'agit, d'après Spinoza, d'un style qui est à la fois argumentatif, candide, non apodictique et égalitaire. Saint Paul, dit Spinoza dans une analyse par ailleurs tout à fait contestable, s'adresse à ses correspondants avec sincérité en les traitant comme des égaux. Il les aborde en laissant de la place pour une certaine perplexité et d'incertitude. Il les adresse dans le but de les convaincre de la vérité des évangiles au moyen des raisonnements, mais en laissant, comme il dit, selon 1 Corinthiens, juger par eux-mêmes de ce qu'il dit, un texte que Spinoza cite. En l'opposant au style du commandement prophétique, Spinoza décrit surtout ce style épistolaire en termes de avertissement fraternel. Fraternas monitiones. Or, cette notion de fraternas monitiones ne figure qu'à un seul autre endroit dans le TTP, à savoir dans le TTP 7, dans un passage qui porte sur l'interprétation de l'Écriture sainte et sur l'enseignement de la religion. Il écrit: absolument personne ne peut être contraint par la force ou par les lois à atteindre la béatitude. Il faut pour cela des avertissements fraternels et pieux, pia et fraterna monitio, une bonne éducation et plus que tout, un jugement libre et personnel.
Puisque le droit souverain de penser librement, même sur la religion, appartient à chacun sans qu'on puisse concevoir que personne s'en dessaisisse, chacun disposera donc du droit souverain et de l'autorité suprême de juger librement de la religion et par conséquent de l'expliquer et de l'interpréter pour soi. Si nous mettons ensemble ces textes du chapitre 7 et 11, il est très évident que l'importance de la question de l'avertissement fraternel va bien au-delà de la seule question du statut stylistique des épîtres des apôtres, mais que cette notion a des implications profondes pour la conception spinoziste générale à la fois de la liberté de philosopher et du droit de dire ce qu'on pense. On peut même soutenir que, par l'intermédiaire des idéaux humanistes avec lesquels Spinoza l'associe, le style épistolaire des apôtres vient constituer une sorte de paradigme ou modèle pour la manière dont concrètement on fait pour philosopher librement, c'est-à-dire comment on fait pour échanger avec d'autres tout en conservant à la fois sa propre liberté de jugement et celle de son interlocuteur. À savoir qu'il faut ni commander ni utiliser de la force, échanger en respectant les règles du raisonnement, parler avec candeur et sincérité, avancer ses arguments dans un mode non apodictique ou falsifiable, présupposer l'égalité des interlocuteurs, etc. C'est l'ensemble de ces règles, à vrai dire des valeurs stylistiques ou rhétoriques, que représente la notion spinoziste d'avertissement fraternel. Par sa conception de la libertas philosophandi, à son tour fondée sur l'avertissement fraternel, Spinoza s'appuie en effet sur des idéaux classiques de l'amitié intellectuelle héritée des Cicéron et des Plutarque. La notion incarne des valeurs de la libre-échange des idées proches de celles avancées aussi par l'humanisme érasmien dans les textes sur le décorum conversationnel, sur le vrai et les faux amis, sur la flatterie et le conseil franc, sur le conseil politique et l'éducation des princes. Ensuite, la corrélation de la liberté de philosopher avec l'analyse spinoziste des épîtres des apôtres ne nous renseigne pas seulement sur sa forme, le mode de parler ou le style discursif qu'elle représente, mais aussi sur l'autorité avec laquelle la liberté de philosopher s'exerce. Dans les épîtres de Spinoza, les apôtres s'expriment non pas comme des prophètes, mais comme des simples particuliers ou des docteurs. Privati vel doctores. Cet enseignement privé est associé à une forme d'autorité que Spinoza distingue de l'autorité prophétique associée à leur enseignement en public, donc dans les actes. Quand les apôtres parlent en public, leur parole vient avec l'autorité du commandement divin, de l'autorité prophétique. Souvent contre la volonté des autorités publiques, l'État, les apôtres s'autorisaient de prêcher l'évangile en vertu de la mission que leur avait confiée Jésus-Christ. Il écrit « De quel droit les disciples du Christ, c'est-à-dire des particuliers, pouvaient-ils prêcher la religion? Je réponds, du droit que leur conférait le pouvoir qu'ils avaient reçu du Christ contre les esprits impurs. » Donc, ils prêchaient en public, ni avec autorité privée, ni avec autorité publique, mais avec autorité prophétique. Sur ce point, l'analyse de Spinoza s'aligne, il semble, avec les conceptions traditionnelles de l'autorité apostolique, bien que ce soit une impression qui ne résiste peut-être pas à une analyse plus précise de ce en quoi consiste une prophétie pour Spinoza, mais peu importe, ici. Traditionnellement, cette autorité prophétique des apôtres est basée sur l'idée que les apôtres sont pour ainsi dire les propriétaires de la doctrine chrétienne. Selon un usage classique, autoritas est un terme légal qui fait référence à la propriété, la responsabilité ou la paternité. Et cette conception légale fut appropriée par la tradition chrétienne pour signifier comment les apôtres avaient acquis une autoritas religieuse quand appelés par Jésus-Christ à témoigner de la foi chrétienne, assumant ainsi la responsabilité de sa transmission authentique. Les apôtres étaient autorisés à prêcher l'Évangile parce que le Christ lui-même leur en avait attribué la propriété.
Ultérieurement, histoire évidemment bien connue, dans l'histoire de la chrétienté et dans l'Église catholique, la succession apostolique garantissait la transmission continue de cette autorité spirituelle aux évêques et au pape. Spinoza, bien entendu, rejette, comme aussi tous les chrétiens protestants qui l'entourent, entièrement cette dernière notion d'une autorité prophétique en héritage. En ce qui concerne les catholiques romains, il estime leurs arguments, comme il dit, trop frivoles pour mériter une réfutation. De façon générale, il insiste sur le fait que, je cite, que l'autorité donnée par les Christ à ses disciples leur a été donnée à eux personnellement et que nul ne peut s'autoriser de cet exemple. L'autorité prophétique des apôtres n'était pas transférée aux prédicateurs ultérieurs de la religion chrétienne, même pas aux premiers qui enseignèrent la religion chrétienne, donc même pas à l'Église primitive. Toutefois, les apôtres, et là je cite, avaient reçu non seulement la puissance de prophétiser, mais encore l'autorité d'enseigner. Encore, ils n'avaient pas reçu seulement la puissance de prêcher la vie du Christ en tant que prophète, en la confirmant par des signes, mais encore l'autorité d'enseigner et de conseiller par la méthode que chacun des apôtres avait jugée la meilleure pour les confirmer dans la religion. Et la question est alors celle-ci. Quelle est la source et le statut de cette deuxième autorité que Spinoza accorde aux apôtres, à savoir l'autorité d'enseigner et de conseiller? Spinoza s'explique par l'exemple de saint Paul, qui, selon lui, s'accordait à lui-même l'autorité de conseiller qui et quand il veut, avec une liberté de conseiller dont il disposait comme docteur et non pas comme prophète. Paul ne prêchait donc pas seulement en tant que prophète et au nom du Jésus-Christ, mais dispensait aussi un enseignement en son propre nom, par une autorité qui n'avait rien à voir avec l'autorisation donnée par le Christ, car il s'autorisait lui-même à enseigner l'Évangile selon sa propre interprétation à qui il voudrait. Et c'est dans ce sens que les épîtres des apôtres sont qualifiés d'enseignements privés. Ils contiennent la partie de leur mission apostolique qu'ils s'autorisent eux-mêmes à dispenser, par opposition à la partie de cette mission qui est autorisée par le Christ, celle qui consiste dans leur prédication publique. Or, contrairement à l'autorité prophétique, Spinoza ne dit nulle part que l'autorité privée d'enseigner des apôtres leur appartient particulièrement, ou qu'elle n'appartient pas aussi aux enseignants ultérieurs de la doctrine chrétienne. Bien au contraire, Spinoza insiste sur le fait que les premiers qui enseignaient à la religion chrétienne aussi le faisaient à titre de simples particuliers et qu'eux aussi s'autorisaient eux-mêmes à le faire. Et quand il est question d'enseigner l'Évangile ex cognitione, Spinoza ne fait donc aucune différence entre l'autorité privée des apôtres et l'autorité privée des enseignants de l'Église primitive. On aurait toutefois tort d'y voir un privilège apostolique étendu aux premiers chrétiens, ou de penser que Spinoza ici se rapproche de la vénération de l'Église primitive caractéristique de la tradition réformée. Bien au contraire, Spinoza cherche à montrer que quand ils enseignaient l'Évangile en tant qu'hommes privés, les apôtres, aussi bien que les premiers chrétiens, ne faisaient que réclamer une autorité commune qui en réalité appartient à tout le monde et qui ne concerne pas seulement l'enseignement de la doctrine chrétienne, mais en fait n'importe quel sujet. Autrement dit, quand il fait remarquer cette autorité commune aux apôtres et aux premiers enseignants chrétiens, à savoir le droit de dispenser un enseignement privé de la religion, il ne s'énonce pas sur un point de théologie concernant la nature de l'autorité religieuse dans la tradition chrétienne. Il s'énonce sur un point de philosophie qui concerne la nature commune de l'homme. Comment exactement arriver à cette conclusion? Bon, selon Spinoza, ce qu'il appelle la liberté de juger n'est pas un pouvoir que l'on peut supprimer, ou pas directement en tout cas. Il le dit encore. Personne n'est capable, et là je cite, d'empêcher que les hommes ne jugent de toutes choses selon leur propre complexion.
Certes, il y a toutes sortes de manières dont on peut manipuler les jugements des gens indirectement, pour faire en sorte que les jugements qu'ils expriment ne sont pas les leurs que nominalement. Il y a toutes sortes de manières de préoccuper, comme il dit, le jugement des autres avec des préjudices. C'est un grand thème, je ne peux pas pouvoir l'élaborer ici. Mais ce qui nous intéresse est le fait que ce jugement, qu'il soit véritablement ou seulement nominalement le nôtre, sera toujours accompagné par son expression extérieure. Car, comme Spinoza déclare, même les plus habiles, en effet, pour ne rien dire de la plèbe, ne savent se taire. C'est un vice commun aux hommes que de confier leurs avis à autrui, même quand le secret serait nécessaire. Autrement dit, il n'y a pas de jugement que nous n'exprimons pas. Spinoza dispose d'une preuve métaphysique de ce point, fondée sur ses conceptions le plus fondamentales de la relation entre l'esprit et le corps. Mais cette démonstration ne se trouve pas dans la TTP où il se contente de faire appel à l'expérience. Il faut se tourner vers l'éthique, plus précisément vers les scolies de la proposition 2 dans la troisième partie, dans un contexte où Spinoza est en train d'expliquer que l'esprit et le corps ne peuvent pas se déterminer mutuellement parce qu'ils relèvent d'attributs distincts. Dans ce contexte, Spinoza répond à un adversaire fictif qui propose, à titre de contre-exemple, qu'il est quand même au seul pouvoir de l'âme de parler comme de se taire. Et ici aussi, Spinoza juge l'exemple contraire à l'expérience. Il écrit « Les affaires humaines se porteraient assurément beaucoup mieux s'il était également au pouvoir de l'homme de se taire et de parler, mais l'expérience enseigne assez et plus qu'assez que rien n'est moins au pouvoir des hommes que leur langue. » En réalité, aucune exception à cette règle tirée de l'expérience n'est même concevable, car l'aptitude de juger est nécessairement métaphysiquement corrélée avec une aptitude à exprimer des jugements. Et c'est aussi pourquoi, comme il dit, puisqu'il est donc établi que la nature humaine est ainsi constituée, il s'ensuit que les lois qu'on institue sur les opinions sont totalement inutiles. Cela n'a que peu de sens de bannir par la loi des choses dont le genre ne peut pas s'abstenir de faire. Et pour Spinoza, ce qui reste au pouvoir des gens reste aussi leur droit. Donc, il est toujours au droit des hommes de dire ce qu'ils pensent, et aussi, il est toujours dans le droit des hommes, du pouvoir des hommes de dire ce qu'ils pensent, et donc aussi dans leur droit de le faire. Par leur nature même, ils peuvent s'y autoriser. Et c'est cette autorité naturelle dont les apôtres et les premiers chrétiens aussi se réclamaient quand ils enseignaient l'Évangile en tant qu'hommes privés. Je veux juste revenir pour conclure à la différence qui existe entre la liberté de philosopher et la permission de dire ce qu'on pense. La première est un style de discours, un mode de parler dont l'autorité repose sur le droit naturel privé d'enseigner et de conseiller qui appartient à chacun en vertu de sa humanité. La deuxième est un droit civil qui appartient à chacun en vertu de la volonté du souverain. Dans le chapitre 20, Spinoza montre que dans une libre république, il est permis à chacun de penser ce qu'il veut et de dire ce qu'il pense. Or, il est essentiel de ne pas renverser les termes de cette proposition. Ce n'est pas qu'on devrait accorder à tous une telle permission afin qu'ils soient libres. C'est que s'ils sont libres, on devrait leur accorder cette permission. La liberté des citoyens est la condition sous laquelle une république peut avantageusement leur accorder la permission de dire ce qu'ils pensent, non inversement. Si on possède cette liberté dépend de tout chacun, de l'état du discours public et du mode de parler qui y prévaut. Donner à tous la permission d'exercer sa liberté peut servir à la promouvoir, mais celle-là ne s'identifie pas à celle-ci. Si on en dispose de la liberté de parler, ne pas obtenir la permission de l'exercer peut la mettre sous couvert, mais jamais entièrement la supprimer, car une fois acquise, elle va toujours s'exprimer. En revanche, si la liberté n'est pas acquise, ou si un peuple n'est pas libre, il n'est pas évident que leur accorder la permission de penser et de parler sans restriction va leur faire du bien.
qu'il y a de bonnes chances qu'ils vont s'en servir pour agir et de parler des manières qui sont de fait adverses à leur propre liberté. Car philosopher librement exige que nous exerçons notre autorité d'enseigner et de conseiller pour promouvoir ce qu'il appelle la libre raison sans rivaliser des haines, des colères et des ruses et sans affronter des malveillances, ce que j'ai cité au début. Et quand on a affaire d'une population pas encore libre, c'est-à-dire une population qui n'a pas encore pris en possession son propre jugement, il est loin d'évident que c'est bien l'usage qu'ils vont en faire de ce droit civil de dire ce qu'ils pensent. Il faut l'accorder, ce droit, mais rien ne garantit que cela va nous bénéficier, ce droit, si son exercice n'est pas proprement réglementé. Et c'est toute l'intention de Spinoza qui se perd si on pense que la liberté de philosopher est donnée par l'absence de règles, car c'est tout le contraire. Il s'agit d'un champ discursif collectif gouverné par des règles de raisonnement, de sincérité, d'égalité, de non-commandement et de falsifiabilité. Sans cela, une permission de parler ne nous sert à rien et ne nous permet pas d'avancer notre liberté, mais plutôt le contraire. Et c'est pourquoi, pour revenir au passage que j'avais cité au début, que dans une république libre, chacun peut penser et juger dans la moindre restriction et par conséquent aussi parler pourvu qu'il, tantum, se contente simplement de parler, d'enseigner et qu'il défende ses thèses par la seule raison et non par la ruse, par la colère et la haine, ou avec l'intention d'introduire quelques nouveautés dans la République par l'autorité de son décret. L'importance de ce passage réside non pas dans ce qu'il affirme, à savoir le droit de dire ce qu'on pense, mais dans l'ensemble des conditions qui s'y attachent, avant que ce droit peut être dit bénéfique pour la liberté. Et toutes ces conditions expliquent pourquoi, dans le chapitre 20, Spinoza rajoute, après avoir proposé qu'il faut donner la liberté de dire et d'enseigner ce qu'on pense, qu'il serait tout de même fort nuisible de l'accorder totalement. Donc voilà. Merci beaucoup.